à tous. Aujourd'hui sur Conscience TV, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir Audrey Hutinet, spécialisée dans l'accompagnement à l'enfantement via le métier de doula et puis l'analyse de rêve, dans le cadre d'une émission dont le thème est assez particulier puisque ce sera comment vivre l'enfantement naturellement. Bonjour Audrey Hutinet. Bonjour Stéphane. Alors, votre approche de l'accompagnement à la naissance est résolument holistique. Comment définiriez-vous l'enfantement naturel et quelles sont les principales différences avec un enfantement plus conventionnel? Alors, l'enfantement naturel, c'est simplement un enfantement à 100% physiologique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune intervention médicale, il n'y a aucune intervention extérieure pour voilà, faire progresser l'enfantement. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ocytocine de synthèse pour le déclenchement. Ça veut dire, et ni pour la délivrance aussi. La délivrance, c'est la naissance du placenta. Il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas de rupture des membranes qui se fait à la main en général. Il n'y a pas d'épisiotomie, pas de forceps, pas de césarienne et non plus pas de coupure prématurée du cordon ombilical à la naissance. Et donc, c'est la façon finalement dont on naît voilà, depuis l'aube de l'humanité et voilà encore. Voilà, ce qui était de façon majoritaire avant la révolution industrielle. Euh, et aujourd'hui, on a perdu le fil de cet enfantement-là pour plein de raisons différentes. Et voilà, dans ma perception, ça a plein de conséquences variées, notamment à mon sens, voilà, sur notre psyché, sur comment on perçoit le monde. Et donc, voilà, si je peux un peu évoquer les façons qui permettent de favoriser cet enfantement-là, c'est que ça demande finalement euh, de revenir à son corps, de quitter la tête euh, pour être plus dans le ressenti, l'intimité, quelque chose de beaucoup plus primitif. En fait, ça nous demande de réincarner notre côté mammifère, ce qui est voilà, enfin, quelque chose dont on s'est beaucoup éloigné aujourd'hui. Mais ça fait la différence, en fait, quand on vit un enfantement qui est médicalisé, comme moi je l'ai vécu par exemple, euh, on n'a pas la possibilité de vivre, de se rendre compte que son propre corps est capable de se laisser traverser par la vie, en fait, parce que enfanter, c'est quelque chose, il n'y a rien d'autre qui ressemble à cette expérience-là. En fait, ça pousse le corps au-delà de ses limites. Euh, Et donc, quand on a la possibilité de le vivre complètement naturellement, c'est aussi comme un acte psychomagique un petit peu, ou en tout cas, c'est une expérience qui va changer notre perception de nous, de notre corps et de notre capacité aussi à naviguer le flot de la vie quelque part dans nos cycles de mort et de renaissance. Enfin, moi, c'est vraiment la perception que j'ai et c'est pour ça que ça me touche beaucoup de parler de l'enfantement naturel, de le favoriser voilà, où je peux autour de moi. Alors, je me permets une question, alors qu'on va qualifier de maladroite, voire de masculine à la limite. Le fait d'accepter l'idée d'enfantement naturel et de renoncer notamment à la péridurale, c'est aussi accepter la douleur et les souffrances qui vont avec l'accouchement? Oui, alors la question de la douleur, voilà, c'est un peu la première évidemment qui vient à l'esprit quand on parle d'enfantement. Et ça demande de façon sociétale à changer de perception par rapport à la douleur. La douleur de l'enfantement, c'est la seule douleur qu'on va ressentir dans notre corps en tant que femme qui n'est pas un signal que notre corps est blessé ou voilà, qu'il y a un danger en fait. Par contre, c'est une invitation, c'est un message. Et alors, si on se crispe sur la douleur, l'enfantement va pas bien se passer. Enfin, on va se crisper, on va pas favoriser l'ouverture du bassin, on va pas favoriser la sécrétion d'ocytocine. Donc, ce sera pas efficient. Il y aura potentiellement des stagnations et potentiellement un peu l'obligation, entre guillemets, de passer sur un enfantement médicalisé.
ça dépend aussi de l'accompagnement de l'enfantement. Parce qu'il existe évidemment plein d'histoires d'enfantement naturel qui ont commencé comme ça, mais grâce au soutien extérieur, ça a pu se débloquer, parce que voilà, c'est quelque chose finalement de fondamentalement émotionnel et psychologique. Euh, j'ai perdu le fil. Alors, la douleur, en fait, donc là, cette douleur d'enfantement, il y a une invitation à, vous savez, c'est comme de l'acupression. Quand on fait de l'acupression, on appuie fortement sur les points où on a mal. Et alors, si on résiste, voilà, bah, on aura tout ça, rien de différent va se passer. Par contre, si on lâche prise, si on décide de se détendre exactement à l'endroit où on a mal, c'est là que les choses vont s'ouvrir. Et par exemple, la douleur pendant l'enfantement, ça peut inviter. Alors, quand la femme est dans son intuition, quand la femme est dans cette euh, voilà, ce côté plus mammifère, intuitivement, elle va pouvoir essayer de changer de position et intuitivement trouver la bonne pour que la douleur, une position antalgique, pour que la douleur s'apaise et que ça permette en fait effectivement à l'enfantement de progresser. Par exemple, quand on a un bébé qui est un petit peu trop d'un côté du bassin et qui n'est pas bien axé sur le col, bah, par exemple, ça peut créer une douleur. Et il y a des positions en fait qui sont connues des sages-femmes et des doulas qui sont formées à la physiologie, qui sont simples, c'est-à-dire c'est de relever la jambe, de s'allonger sur le côté pendant la contraction et de remonter la hanche un maximum. Et c'est ça qui va naturellement en fait dévier la tête du bébé pour le réaxer. Ces connaissances-là aussi, elles ont été perdues parce que de façon générale, les accompagnants à la naissance aujourd'hui sont formés à la gestion des risques. Par exemple, il faut savoir que dans la formation d'une sage-femme voilà, conventionnelle, il y a 4 heures de physiologie sur tout le cursus. Donc en fait, obligatoirement, on se fait accompagner par des personnes qui nous voient comme un potentiel de risque. Et donc, c'est une perception qui est alarmiste. Et en fait, à chaque petit pépin, on va plutôt voir, oh là là, à quel niveau ça peut déraper quelque part et être un petit peu trop interventionniste. Parce qu'en fait, l'enfantement, c'est un processus qui est très, très subtil. Le déclenchement naturel de l'enfantement, euh, c'est quelque chose qui se passe, c'est une danse hormonale qui va se créer entre le corps de la mère et le corps de l'enfant, mais peut-être quelques heures, quelques jours avant le déclenchement naturel. Donc ça veut dire que c'est un aboutissement très très subtil. Il y a une maturation très fine qui se passe. Et c'est pareil tout le long de l'enfantement. En fait, l'hormone principale de l'enfantement, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui est très farouche, on va dire. Euh, elle se répand dans le corps facilement quand on est dans une ambiance d'intimité, de sécurité. Et le mot le plus fort, c'est vraiment intimité. Ça veut dire dans le silence, dans un espace familier, avec des lumières tamisées, sans voilà, bruit brusque et fort, sans lumière vive. Et donc, ces conditions-là ne sont pas les conditions qu'on vit la plupart du temps en maternité. Euh, et à chaque fois, pendant l'enfantement, on a des vagues de contraction et des pauses, des vagues de contraction et des pauses qui s'intensifient. Plus le temps passe, enfin normalement, et plus les contractions sont un petit peu plus longues, un peu plus intenses et plus rapprochées. Au niveau du système nerveux, à chaque fois qu'il y a une pause dans les contractions, le système primitif va observer l'environnement, la situation, et si on a le moindre indice anxiogène le système nerveux peut recevoir comme un danger, l'ocytocine va réduire parce qu'il y a la testostérone qui va entrer en scène et qui empêche l'ocytocine de se produire. Et donc, on a un enfantement qui va s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui était très bien connu
des médecins euh, avant la révolution industrielle qui étaient partagés dans les livres et aujourd'hui qui s'est perdu. Et par exemple, on a des histoires où, bah, vous imaginez bien, dans les années 1900, c'était très, très peu fréquent encore pour une femme d'enfanter en présence d'un homme. Donc, quand il y avait certains médecins qui rentraient un peu trop vite dans la pièce, on savait que ça pouvait bloquer l'enfantement en cours, qui pouvait se redéclencher, voire 15 jours plus tard. Aujourd'hui, et c'est mon expérience propre. Si on a le col qui se referme, on va dire on perce la poche, c'est à l'hôpital, l'enfantement est compromis. Alors que, voilà, il y a plusieurs années en arrière, on pouvait attendre 15 jours sans problème. Donc, il y a vraiment une perte de cette connaissance, un oubli qui fait qu'aujourd'hui, on se précipite facilement dans un enfantement médicalisé bah, qui ne nous permet pas de nous expérimenter souveraines dans notre corps et confiante en notre capacité à se laisser traverser par la vie une nouvelle fois. Et ça change la perception de la vie qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui vous a poussé à défendre l'enfantement naturel, Audrey? Et ben, c'est vraiment mon enfantement. Avant d'être enceinte, avant d'être concernée par le sujet, je m'étais jamais informée. J'avais aucune idée de voilà, comment on enfantait, quel était le contexte concret de l'enfantement aujourd'hui. Et par contre, j'avais une amie proche, assez féministe, qui disait, qui partageait, oui, les violences obstétricales et tout ça. Alors moi, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ça parlait beaucoup d'épisiotomie, surtout, bon, qui est voilà, beaucoup moins fréquent aujourd'hui en France. Mais du coup, j'ai commencé à manger des livres parce que j'avais pas autour de moi ni des femmes de ma famille qui pouvaient me rassurer, m'expliquer comment enfanter naturellement, ça fonctionnait. Voilà, qu'est-ce qui se passait? Moi, je suis née moi-même sous péridurale. Euh, voilà, j'avais pas de témoignages autour auxquels me rattacher. Et donc, j'avais un petit peu cette alerte. Et donc, voilà, j'ai lu tous les livres que je pouvais. Donc, j'étais très au fait de euh, ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait déraper. Et je voyais de plus en plus les conséquences aussi psychologiques des façons dont on enfante. Par exemple, après, ça, c'est mon avis propre. Mais quand on enfante sous péridurale, bah, c'est pareil, ça nourrit en fait, je pense, cette aversion qu'on a pour la douleur. Parce qu'en fait, l'enfant, bah, on prend une péridurale dans le corps, on est insensibilisé dans notre corps. L'enfant la reçoit aussi dans son sang d'une certaine façon. Et donc, pour moi, je me dis, mais en fait, ça veut dire qu'on est programmé à s'insensibiliser à la douleur dans nos cycles de mort-renaissance, dans les épreuves que la vie va pouvoir nous offrir pour qu'on puisse se dépasser. Et objectivement, Audrey, c'est une solution de confort qui n'est pas sans conséquence, d'après ce que vous dites. Oui, 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 oui. Ça, c'est une autre façon pour moi de nous déconnecter de notre corps, de nous déconnecter de sa puissance aussi, et de nous maintenir dans cette perception que eh ben, la vie est mal faite, entre guillemets, et qu'on est fragile en tant qu'humain. Et je me rends compte de plus en plus que en tout cas, c'est une réalité qu'on n'est pas obligé de choisir, qu'on n'est pas obligé de vivre. Comment les chiffres de l'enfantement, quels sont, pardon, les chiffres de l'enfantement en France actuellement? Et puis plus largement, comment l'enfantement médicalisé s'est-il déployé au fil du temps? Alors, les chiffres, donc moi j'ai des chiffres qui sont de 2021 et j'ai envie de vous donner une comparaison. Donc ça, c'est les chiffres en France en 2021 et que j'ai envie de comparer avec les chiffres d'un écolieu qui s'appelle The Farm aux États-Unis et qui a été en fait le lieu d'expérimentation pour Ina Megaskin, alors une sage-femme qui s'est formée là-bas qui est mondialement connue, notamment voilà, par son livre qui m'a beaucoup soutenue à plusieurs reprises. Et
Pourquoi je fais cette comparaison? Parce que là-bas, il y a à peu près presque 3000 femmes qui ont enfanté naturellement sur une période qui s'étend de 1970 à 2010, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, qui est un échantillon, en fait, de femmes qui nous donne une autre perception de l'enfantement. Euh, Là-bas, dans des conditions tout à fait diverses, elles ont pu obtenir des statistiques qui sont très différentes voilà, de ce qui peut se passer en France et aux États-Unis, par exemple. Donc, pour vous en donner quelques-uns, par exemple, en France, on déclenche l'enfantement des femmes à l'ocytocine à 25,8%. Donc, ça veut dire un peu plus du quart des enfantements en France en 2021 sont déclenchés de façon artificielle. À The Farm, elles ont 4,1% et ça se fait à l'huile de ricin. D'accord. Par exemple, pour la rupture prématurée des membranes, on est à 33% en France en 2021, pour 0,5% à The Farm. La césarienne, on est à 21,4% contre 1,7%. Les forceps et l'extraction instrumentale, on est à 12% en France et 0,37% à The Farm. L'épisiotomie, on est à 8% qui est absente à The Farm. Et l'ocytocine de la délivrance, 90% contre 0. Et la péridurale, 82,7% contre 0. Donc en fait, on a, alors si, euh, par exemple, le déclenchement artificiel n'est qu'environ, entre guillemets, que d'un quart, en France, on a quand même voilà, 90% d'ocytocine qui est injectée aux femmes pour la libération du placenta et 82,7% qui est des femmes qui sont sous péridurale. Donc en fait, on a des enfantements en grande majorité qui sont quand même par voie basse, mais qui ne sont pas à 100% naturels, dans lequel il n'y a pas cette transmutation de la douleur et d'autant plus que c'est quand on ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on accepte, quand on décide de se détendre à l'endroit où on a mal, que ça va permettre au corps de libérer des hormones qui vont être un petit peu la péridurale naturelle du corps. Et ça, c'est pareil, on nous le dit nulle part, en fait. En fait, on a aussi la croyance que pour enfanter, il faut souffrir. Donc, en fait, on est réceptif quelque part qu'à l'information qui va conforter cette croyance-là. Alors qu'en réalité, on a un système hormonal qui nous permet plus naturellement, plus subtilement, plus en respect de la physiologie, qui nous permet d'adoucir la douleur de façon naturelle. Alors, le côté médicalisé donne finalement un aspect quelque peu anxiogène de l'enfantement, de la manière dont vous le décrivez, comme si effectivement c'était une succession de douleurs contre laquelle il fallait lutter. Oui, c'est ça la perception. Et c'est effectivement, bah, comme c'est une vision un peu alarmiste, en tout cas une perception de risque, et bah forcément on a un environnement qui est plus anxiogène, qui est plus et qui va en fait contrecarrer la physiologie. Ouais. Quand on est dans des lumières vives, dans un espace qui n'est pas du tout intime, avec des inconnus qui rentrent et qui sortent, avec des personnes qui peuvent nous dire on n'est pas dans la physiologie, on n'est pas dans la physiologie, alors que l'ocytocine, elle va venir aussi dans des espaces de silence. Enfin, si on ne stimule pas en fait notre néocortex, quoi. Donc en fait, tout ça entrave l'ocytocine et ne va faire que finalement provoquer euh, bah, un enfantement qui stagne, qui n'évolue pas, et donc la multiplication d'interventions pour que l'enfantement se déroule quand même enfin, dans l'instant. Et donc, ça va être un enfantement forcé. Finalement, l'enfantement médicalisé, pour moi, dans ma perception, ça existe parce que on force les choses. On a oublié que la vie, elle se déploie dans l'instant, mais de façon subtile et qu'elle a besoin parfois d'un peu plus de temps et surtout de grande présence, en fait. C'est quand on retourne en fait dans son corps en grande présence qu'on n'est plus dans la vision des risques, la vision de ce qui ne va pas,
quand on oublie en fait le mental et qu'on revient dans l'ici et maintenant, dans ses ressentis, qu'on va pouvoir laisser les hormones se libérer dans notre corps. Alors, je me permets deux questions annexes. Vous avez évoqué dans le cadre des statistiques relatives à l'enfantement naturel l'usage de l'huile de ricin. Vous pouvez clarifier un petit peu si vous en connaissez les usages? Oui, alors l'huile de ricin, on l'utilise dans le déclenchement de l'enfantement. Et par exemple, alors ça va booster naturellement dans le sens où c'est pas un produit qui va déclencher de toute façon l'enfantement. Si physiologiquement, c'est pas le bon moment, ça va provoquer, enfin, la conséquence sera une bonne diarrhée pour la femme et pas de déclenchement d'enfantement. Si c'est assez mûr, euh, bah, ça va déclencher l'enfantement. Alors, physiologiquement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, ça a des propriétés très laxatives du coup. Mais voilà, c'est un produit naturel qui ne force pas du coup, puisque voilà, si c'est pas le bon moment, le déclenchement se fera pas. D'accord, d'accord. Et je me permets alors une question un petit peu plus intimiste. Alors j'espère ne pas aller trop loin dans l'intime. Est-ce que le fait d'avoir eu recours à un enfantement médicalisé a été vécu pour vous comme une forme de frustration ou ça n'était tout simplement pas possible de recourir à l'enfantement naturel? Ça a été frustrant pour moi. Je l'ai pas bien vécu. Après, voilà, je peux pas dire que c'était un enfantement traumatique, parce qu'il y a des femmes voilà, qui partent en césarienne. Moi, c'était ma grande peur sur l'instant. Et donc, bah, et puis, je savais, j'étais incapable au moment T d'expliquer pourquoi, voilà, ce qui se passait et se passait. Mais oui, mon projet, c'était d'enfanter naturellement, en maternité, parce que bah, j'avais pas non plus les connaissances ou l'assise en moi-même qui me permettait de me sentir sécurisée ailleurs. J'étais dans un contexte aussi bah, qui ne favorisait pas l'ocytocine, qui n'était pas sécurisant. J'étais pas chez moi. Ma maison était en travaux, donc j'avais pas ce nid nécessaire qui va favoriser l'ocytocine et un déploiement fluide de l'enfantement. Mais c'est après coup, en fait, que j'ai pu comprendre. J'ai pu comprendre que j'avais oublié mon corps, que j'étais restée là, dans mes peurs, parce que j'avais personne autour de moi euh, qui m'a accompagnée dedans. Je me suis rendu compte à l'instant T que j'avais très très peur d'enfanter, que je savais que mon bébé il faisait 3,5 kg, 3,4 kg, 3,5 kg. Moi, je fais 1,50 m. Je me demandais vraiment si j'allais y arriver. Je sais qu'il y avait une femme auprès de moi dans mon entourage euh, qui avait enfanté par césarienne parce qu'on lui avait dit que son bassin était trop étroit. Ça, c'est quelque chose aussi bah, en réalité qui n'existe pas. On a un bassin trop étroit quand on a une maladie qui est due à une malformation du bassin à cause d'une carence en calcium, il me semble. Mais en fait, quand on fait des échographies, on mesure l'ouverture du bassin alors que on est droite. Et quand on est droite, on n'optimise pas. Enfin, c'est pas dans cette position que le bassin est le plus ouvert, en fait. Le bassin est le plus ouvert quand on est à quatre pattes, ou oui, voilà, les genoux repliés. Et aussi, on oublie que pendant la grossesse, on a des hormones qui favorisent un peu un état hyper laxe des tendons. Et donc, on augmente la capacité du bassin à s'ouvrir. Mais au moment où on fait les mesures, on ne les fait pas dans le contexte qui nous permet de mesurer réellement l'effet. Et donc, c'est pareil, on crée des croyances qu'on peut avoir un bassin trop petit, alors qu'en fait, non. Donc, Alors, voilà, il y a toutes ces perceptions que j'avais pas à ce moment-là. Et donc, je me suis, pareil, moi, en fait, je suis partie en maternité parce que mon col se refermait, parce que j'étais pas en sécurité. Donc, mon système nerveux a dit, bah là, on se sent pas à l'aise, donc on arrête le processus. Et c'est normal, en fait, pour les mammifères, pour les lionnes, voilà, que sais-je, que l'enfantement, enfin, en tout cas, la mise bas s'arrête
quand il y a une perception d'un danger. Et moi, ma sage-femme, elle m'a dit, là, ton col se referme, il faut écouter l'enfant à naître, on va percer la poche, on va aller en maternité. Donc, ça veut dire qu'elle n'avait pas cette connaissance-là, en fait. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai fait derrière ma formation de doula et que j'ai mes formatrices qui ont partagé leur expérience. L'une d'elles avait son col enfin, en tout cas, euh, elle avait son partenaire qui pouvait pas la soutenir à l'instant T où elle était en train d'enfanter. Elle s'est dit c'est pas possible, c'est pas ce qu'elle voulait vivre. Donc naturellement son col s'est refermé et elle a pu l'enfantement s'est redéclenché 2 jours plus tard. Une ultime question intime sur le sujet. De fait, si vous étiez confronté à une deuxième grossesse, vous privilégieriez, pardon, cette fois directement l'enfantement naturel? Ah oui, oui. Ah, ça c'est sûr, Assurément. c'est mon rêve, c'est mon rêve. D'accord. Et là, le fait d'accompagner des femmes à le créer, j'ai l'impression de m'accompagner moi-même aussi, de m'asseoir dans la croyance et la détermination de créer ça. Et ça va se faire là, cette fois, par emmener mon corps avec moi. Et alors, il y a une pratique, je trouve, bah, que je m'offre en ce moment et qui me soutient à ressentir l'épreuve dans mon corps et à lâcher prise à cet endroit-là, c'est des huttes de sudation. Et donc, en fait, je nourris déjà l'expérimentation dans mon corps, le ressenti qui va me permettre de plus facilement, quand la douleur sera là, de lâcher prise. Et Et dans mon histoire d'enfantement, mon col s'est ouvert jusqu'à 8. Donc en fait, j'étais pas très loin de le compléter naturellement. Et j'avoue que j'ai été assez surprise que en fait, les contractions étaient pas si douloureuses que ça. Après, ça dépend de la perception de la douleur qu'on a, évidemment. Mais je me souviens que pendant les contractions sous ocytocine de synthèse, j'avais envie de tuer quelqu'un. Enfin, il y a vous savez, un peu la douleur peut-être qu'on peut ressentir en étant un animal blessé, c'est là, j'ai mal, je sais pas comment m'en sortir, j'ai envie de frapper quelqu'un pour me soulager et c'est là que j'ai demandé la péridurale pour éviter la césarienne. Donc bon, voilà, c'est encore un exemple de un peu du toboggan des interventions. Rassurez-moi, Oui, vous avez frappé personne. non, non, j'ai frappé personne. Mais de le dire, ça m'a déjà soulagée. Allez, on continue. Quelles sont les conséquences d'un enfantement médicalisé selon vous et quels sont les bénéfices à long terme d'un enfantement naturel et conscient? Bah, c'est un petit peu ce que je parlais tout à l'heure. Alors psychologiquement, il y a une histoire de souveraineté. Soit, par exemple, j'ai le témoignage d'une femme qui, lors de son premier enfantement naturel, s'est sentie tellement puissante et souveraine dans son corps que les espaces dans sa vie où elle tolérait une forme de médiocrité, une forme de... vous savez, ces choses qui nous arrivent dans notre vie, on se dit, ouais, bon, voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire aujourd'hui. Et bah, à la suite de son enfantement naturel, elle s'est dit, mais ça, c'est plus possible. En fait, on déménage tout de suite, on habite au Costa Rica. Donc, il y a en fait, j'ai la perception que ce qui va changer quand dans le monde, l'enfantement naturel sera majoritaire, c'est qu'on va changer de société, en fait. On va vivre au milieu de personnes qui se seront vécues souveraines et souverains, parce que quand on témoigne de cet événement-là aussi en tant que père partenaire, bah, ça nous change aussi. On le vit dans notre corps différemment, pas aussi intensément, mais du coup, ça va pour moi créer des gens souverains de façon majoritaire et qui seront capables en fait de connecter un petit peu plus avec la notion de mérite, avec la notion de quel est mon idéal et de se l'offrir. Alors, de façon plus terre à terre, les conséquences d'un enfantement médicalisé sont très diverses. Par exemple, alors, un enfantement prématuré, donc déclenché par exemple par césarienne planifiée, ce qui existe, euh, ou par ocytocine de synthèse. Par exemple, moi, c'est la façon dont je suis née. Il y a 2 membranes autour du bébé et il y en a une qui s'est fissurée. Donc, ma mère a perdu un petit peu d'eau, comme si elle avait fait pipi au lit.
Sauf que quand on enfante, on sait que quand on perd les os, c'est pas l'équivalent d'uriner dans son lit, on inonde le lit. Et donc, on l'a déclenché de peur d'une infection, alors qu'en fait, les membranes, si c'est la première qui se fissure, peut se réparer toute seule. Et on peut, voilà, l'enfantement peut se faire naturellement. Moi, j'étais prématurée d'1 mois. Et donc, quand on déclenche prématurément l'enfantement, eh ben, on n'a pas laissé la maturité pleine au corps du bébé d'être. Ça veut dire qu'on peut avoir des faiblesses cardiaques, des faiblesses respiratoires. Moi, j'ai un souffle au cœur, par exemple, depuis toute petite. Bon, ça m'empêche pas de vivre, hein, ça m'empêche pas de faire du sport. Mais bon, voilà, je peux expliquer, par exemple, potentiellement cette petite faiblesse par la façon dont je suis née, par exemple. Euh, pour la faiblesse respiratoire, c'est pareil avec la césarienne, par exemple. Et c'est un petit peu la métaphore du papillon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand, voilà, par exemple, il y a l'histoire d'un homme qui voit un papillon lutter à sortir de sa chrysalide et qui, pour l'aider, dans un élan un petit peu de sauveur, va inciser la chrysalide et le papillon ne pourra jamais voler. En fait, quand l'enfant passe dans le vagin, il y a cette compression qui va favoriser en fait une fonctionnalité pulmonaire optimale. Quand on est par césarienne, on n'a pas ce bénéfice-là. Donc, on va peut-être avoir plus de risques de développer de l'asthme, par exemple, ou que sais-je encore. Donc, il y a des conséquences physiologiques concrètes et puis il y a des conséquences psychologiques. Pour moi, quand on est par césarienne, on engramme le fait que on ne peut s'ouvrir à la vie que par une intervention extérieure. Pour moi, la naissance par césarienne, c'est un peu, ça prépare le sentiment d'impuissance. Et ça entraîne un système où à chaque fois qu'on est bousculé, éprouvé par la vie, on va attendre jusqu'à la dernière minute que la vie nous force à. On ne va pas se vivre souverain et décider d'embrasser la vague un petit peu et de pouvoir un peu la naviguer autant avec ses mouvements à elle que ce qu'on a envie de créer nous. Euh, donc voilà, c'est un petit peu donc les conséquences voilà, qui sont autres aussi, hein. Par exemple, pour la mère, une césarienne, ça peut créer plusieurs complications, des prolapsus, des problèmes intestinaux. Ça peut créer, donc il y a des tissus cicatriciels forcément qui peuvent se propager sur les autres organes autour, créer des adhérences, donc des douleurs, voilà, des années plus tard. Euh, et voilà, peut-être enfin, en tout cas, on va dire, voilà, et, c'est par exemple, quand on enfante par césarienne, derrière, c'est dans la croyance commune, c'est plus compliqué d'enfanter par voie basse, même si ça reste possible, mais en prenant soin de ces tissus cicatriciels-là. Alors, comment favoriser un déroulement naturel de l'enfantement? Alors, c'est en favorisant l'ocytocine. Et alors, l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de l'intime, de l'amour. Et c'est voilà, comme je disais, une hormone très farouche. Donc, ça veut dire que en fait, en grossesse, le corps de la femme va la sécréter 3 fois plus au début de la grossesse et jusqu'à 86 fois plus pendant l'enfantement. C'est une hormone de l'intime, donc ça veut dire que ça demande, enfin, plus la femme va lâcher prise, se faire plaisir, ne pas être dans le vite, 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 je dois, mais plutôt dans le je m'écoute, j'assume de m'écouter et je respecte mon corps, je nourris ses besoins. Plus on va manger ce qui nous fait plaisir à satiété, plus on va se permettre des contacts physiques, des étreintes, des caresses, des massages et aussi des relations sexuelles épanouissantes,
plus on va favoriser l'ocytocine. Par exemple, voilà, dans le monde de l'enfantement, il y a la peur du dépassement de terme. Donc, on va dire aux femmes, voilà, 40 semaines quand même, 42, 43, c'est dangereux, il faut déclencher. Alors qu'en fait, pareil, on a des statistiques qui disent que au bout de 43 semaines, bah, il y a les risques de détresse fétale sont encore très très faibles. En fait, le risque, c'est que le placenta cesse de fonctionner au bout d'un moment et qu'il ne permette plus à l'enfant de respirer, de se nourrir et de se détoxifier. Euh, Ce qu'on observe aussi, c'est que euh, quand on a dans sa grossesse une sexualité qui est active, on va plus enfanter autour des 40 semaines. Parce que les relations sexuelles vont favoriser l'ocytocine. Il y a le contact, il y a l'orgasme qui entraîne aussi une production d'ocytocine, et il y a la magie de la vie qui s'étend plus loin, c'est-à-dire que pour déclencher artificiellement les femmes aussi, on utilise en plus de l'ocytocine de synthèse ou par ailleurs, on utilise la prostaglandine de synthèse qui est déposé dans le vagin des femmes contre le col pour le ramollir. La prostaglandine euh, participe à la maturation du col. Et en fait, dans le sperme des hommes, il y a de la prostaglandine naturelle. Et on observe avec l'utilisation de la prostaglandine artificielle, voilà, alors en faible proportion, mais quand même, des morts fétales, voilà, des complications qui ne se produisent pas, qui n'ont pas lieu simplement quand on fait l'amour avec son partenaire. Alors, de façon naturelle. En même temps, il y a aussi par exemple, si on est sujette aux fausses couches, c'est pas conseillé d'avoir des relations sexuelles en fin de grossesse de façon fréquente. Mais c'est encore une fois, en fait, on a plein de façons euh, de soutenir l'enfantement de façon naturelle qu'on a oublié, qu'on ne partage pas. Comment aidez-vous les femmes à se connecter à leur intuition et à faire confiance à leur corps pendant la grossesse et l'accouchement? Par ailleurs, quelles sont les techniques que vous utilisez pour les aider à apprivoiser la douleur et à gérer la peur? Alors, pour ce qui est de la connexion à l'intuition, d'abord, c'est un accompagnement informatif. C'est de partager aux femmes tout ce qu'on échange ici, comment fonctionne la physiologie, euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne soutient pas la physiologie. Euh, et c'est en fait finalement informer les femmes que l'enfantement, ça se passe dans le corps. Et donc, avant l'enfantement, c'est de les encourager finalement à s'écouter, à s'offrir des espaces d'intimité, des espaces de bien-être. Et de voilà, les soutenir là-dedans, les encourager, qu'elles puissent le faire concrètement, de les accompagner aussi de façon personnalisée à ce qui est le plus adapté pour elles. Et c'est au moment de l'enfantement de continuer cet accompagnement-là, de continuer à nourrir la perception que leur corps est capable, qu'elles vont pouvoir se l'offrir en étant en grande présence dans leur corps et dans la choisir finalement de s'apporter de la douceur, de s'apporter de la détente et surtout d'avoir foi dans leur corps. Et alors, il y a des techniques parce que évidemment, tout ça, ça conforte un petit peu le mental. Une fois qu'on est suffisamment engagé dans l'enfantement, le mental, il est plus là. Donc, c'est faire acte d'une présence incarnée déjà, ce que je leur conseille. Ça veut dire être calme, être confiante, euh, voilà, parler doucement, voilà, avec subtilité, avec parcimonie. Et ensuite, il y a, alors pour dépasser la peur, c'est de faire vivre à la femme euh, un soutien naturel.
Ça veut dire des massages, ça veut dire une presse pelvienne s'il y a besoin pour aider le bassin à s'ouvrir. Ça veut dire inviter à la respiration, inviter à faire des sons qui soient graves. Parce qu'en fait, il y a une connexion assez magique entre la gorge et l'utérus, le col de l'utérus, qui, quand on les regarde en couple physiologiquement, sont très, très semblables. Et on dit, voilà, dans le monde de l'enfantement, gorge ouverte, col ouvert. Donc, si on ose en fait incarner sa mammifère dans les sons graves qu'on va faire, on va faciliter aussi l'ouverture du col. Et du coup, ça veut dire aussi voilà, inviter à des positions antalgiques qui sont, voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, bah, relever la jambe si nécessaire ou être souvent ventre dans le vide. En fait, et c'est ça aussi un peu l'incohérence d'accoucher sur le dos parce qu'on est bah, le bébé au-dessus du dos du bassin de la mère et donc on ne favorise pas des déplacements nécessaires pour le bébé. Donc c'est en fait toutes ces connaissances-là, on peut aussi accompagner avec de l'acupression, avec des huiles essentielles à une dilution avec des produits purs et avec une dilution très réduite. Quand vous évoquez, Audrey, le positionnement, j'étais en train de réfléchir à un film qui s'appelle Danse avec les loups, et où, au cours dans ce film, une femme indienne accouche accroupie. Et je me Oui, disais, est-ce que la position est favorable à l'accouchement dans ce cas-là, puisque là, on est en plein enfantement naturel. oui, 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 tout à fait. Les positions ventre dans le vide, c'est-à-dire eh ben, penché en avant. Et accroupi, c'est aussi, comme la position à quatre pattes, c'est une position qui va favoriser l'ouverture du bassin. Donc accroupi, c'est complètement une position favorable physiologiquement à l'enfantement. Et voilà, on voit des femmes aussi qui se pendent à des arbres parce que de contracter le haut du corps aussi facilite d'avoir une assise en haut, permet de relâcher le bas finalement. Euh, Voilà, en fait, c'est des positions qui sont, si on laisse une femme intuitivement voilà, se déplacer, elle va avoir plus la propension à prendre ces positions-là, plutôt que d'être sur le dos, Mais ce qui par est marrant, exemple. c'est que enfin marrant, c'est paradoxal, mais dans l'approche de la natalité, on a plutôt le sentiment, alors entre guillemets, que ces positions pourraient paraître archaïques, anachroniques, etc. Vous voyez? Bien sûr, et c'est, je pense aussi voilà, au moment de la révolution industrielle, qui a fait que les femmes, nobles notamment au départ, ont choisi d'accepter une position couchée sur le dos, favorable à l'obstétrique, hein. C'est la seule raison pour laquelle on accouche sur le dos, parce que en fait, bah, le vagin est bien observable par les médecins. Mais effectivement, c'est ce rejet un petit peu du corps. Enfanter, c'est un acte involontaire, euh, géré par le cerveau primitif. C'est primitif, bien sûr. Alors nous, on le perçoit archaïque ou pas, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Et si on n'accepte pas d'incarner cet archaïsme, entre guillemets, ce côté primitif, on va entraver le processus. Comment accompagner naturellement la délivrance? Alors la délivrance, c'est pareil, voilà, c'est toujours une question d'ocytocine. Et il y a encore ici un exemple magnifique que la vie est en fait parfaite. C'est que quand on laisse, euh, par exemple, l'enfant grimper, le bébé grimper, ramper sur le ventre de sa mère, il va piétiner le ventre, l'utérus, qui va engendrer des contractions naturelles de nouveau de l'utérus. Et quand il va venir au sein pour allaiter, c'est pareil, ça crée une production d'ocytocine qui va créer les contractions nécessaires à ce que les vaisseaux qui lient le corps de la mère et le placenta se referment de façon voilà, normale et qui va permettre que le placenta se délivre naturellement. Le risque, pourquoi on a en France en 2021 90% d'ocytocine transfusée aux mères, c'est que le risque, c'est l'hémorragie de la délivrance. C'est que euh, le placenta se détache, mais que les vaisseaux sanguins ne se referment pas correctement.
Et donc là, bah, il y a je pense, 90%, c'est révélateur en fait de la peur qu'il y a derrière euh, euh, de vivre ce risque-là. Alors que de nouveau, l'ocytocine, c'est une hormone de la détente, du lâcher-prise. Donc, si on accueille de laisser le temps aux choses, de laisser l'espace plus que le temps même, de ne pas être alarmiste et de garder la femme dans quelque chose de confiant, serein, doux, les choses se font d'elles-mêmes. Voilà, et c'est pour ça, ça veut dire que euh, bah, le bébé naît, on ne lui coupe pas le cordon et on l'emmène pas direct voilà, pour le peser, le mesurer, le laver, Ouais, je etc. comprends. Je comprends ce que vous Parce évoquez. que c'est ça, de nouveau, ça entrave. En fait, ça demande, c'est à chaque instant, ça nous demande d'être des mammifères. Voilà, en tant que mammifère, on va pas laisser son enfant ailleurs, comme ça, juste au moment où il est né, quoi. Évoquons maintenant le postpartum, qui est une période souvent négligée. Comment accompagnez-vous les femmes pendant cette période et quels sont les principaux défis auxquels elles sont confrontées et comment vous les aidez à les surmonter? Alors, dans le postpartum, effectivement, on en parle peu et il y a le risque de baby blues. Ou, et en fait, le postpartum, c'est un moment fondamental à préparer en amont. Si on est un peu seul avec cette nouvelle réalité assez bousculante quand même, enfin, on n'a plus la même vie, il y a un avant, il y a un après. Si on est seul là-dedans, si on a toujours les tâches du quotidien à prendre en charge, si on a en plus l'effervescence de la famille qui veut voir l'enfant, on est juste un couple euh, avec tout ça sur le dos, j'ai envie de dire. Là, ça va être compliqué. En plus, avec l'injonction de reprendre le travail rapidement. Alors qu'en fait, on a besoin là aussi, en fait, de convalescence finalement. Quand on enfante par césarienne, elle est présente. euh, et en même temps, quand on enfante par voie basse de façon naturelle, elle est aussi extrêmement nécessaire. Dans de façon, dans les sociétés un petit peu plus ancestrales, c'est pareil, c'est une connaissance qui est très présente. Par exemple, au Japon, on dit une femme ne doit pas toucher le sol pendant un mois après l'enfantement. Ça veut dire qu'elle reste la plupart du temps alitée, assise, évidemment qu'elle va se doucher et qu'elle va uriner régulièrement, mais en dehors de ça, il y a un besoin de laisser l'espace et le temps au corps et de se reformer en fait. Et moi, après mon enfantement, j'ai été un peu abasourdie de voir, je voyais mon ventre euh, reprendre sa forme jour après jour en fait. Je le voyais, c'était à vue d'œil. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors, on a les contractions qui s'appellent des tranchées, effectivement, qui permettent à l'utérus de se replier. Mais si on est toute la journée debout, et ben, il y a le poids de tous les organes au-dessus qui vont empêcher le bon déroulement de cette rétrogradation, j'ai envie de dire. Et là, on favorise, de nouveau, prolapsus, voilà, problèmes intestinaux et que sais-je encore. Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin, en tout cas, de préparer un système qui nous permette de ne pas retourner travailler pendant au moins un mois après l'enfantement. Et l'accompagnement qu'on peut proposer en tant que doula, c'est par exemple constituer une forme de tribu autour du couple pour le postpartum. Ça veut dire que, ok, si la famille veut visiter le couple pour rencontrer l'enfant, ça veut dire que c'est possible, ok, dans les limites du couple qui sont assumées, qui se disent pas, non, mais quand même, c'est la famille, je dois dire oui. Et en même temps de dire, ok, vous pouvez venir, mais alors vous apportez un repas, ou alors vous faites un coup de ménage en partant. Voilà, vous gardez le chien, peu importe. Vous aidez à garder les enfants qui sont plus grands.
Euh, donc voilà, ça va être l'organisation de ça, par exemple. Ça va être aussi de favoriser une alimentation qui soit adaptée, qui soit euh, voilà, saine et plaisir pour la mère, pour les parents. Euh, et ça va être évidemment d'accompagner aussi émotionnellement, psychologiquement, bah, par exemple, parce qu'en fait, le changement d'identité aussi, on devient parent en fait, on est parent en même temps que bah, l'enfant naît. Et on a bah, toute une réalité qui change. Et c'est voilà, accompagner émotionnellement, psychologiquement à ça aussi. C'est vrai. Dans votre accompagnement, il ne faudrait pas oublier le partenaire. Comment vous l'intégrez et puis quel rôle peut-il jouer pour soutenir la femme pendant la grossesse, l'accouchement ou le postpartum? Alors, le partenaire, effectivement, ça va être l'accompagnement va être de l'informer tout autant que la femme pour qu'il puisse, au moment de l'enfantement, être un vrai pilier. Euh, Il y a la prise de conscience de l'état psychique de la femme qui va évoluer vers quelque chose de bah, conscient, vers une forme d'autre état de conscience, plus, voilà, plus primitif, plus intuitive. Ça veut dire que eh ben, le partenaire devra savoir qu'à un moment donné, la femme ne peut plus parler. Ça n'a aucun, enfin, elle a besoin qu'on ne lui parle pas. Euh, et c'est aussi du coup, de s'engager dans un discours sans parole, en tout cas, d'être prêt à ça. Et puis, ça peut être, bah, par exemple, pour tous les massages, euh, pour toutes les, voilà, la presse pelvienne, par exemple, ça va être d'inviter le partenaire à le faire plutôt que soi, parce que déjà, bah, leur lien intime est plus fort. Donc, c'est pareil, ça va encore potentiellement favoriser l'ocytocine. Ça va être aussi bah, d'encourager un peu de sexualité, par exemple. Voilà, dans les maternités, il y a des histoires où des enfantements qui traînent un petit peu. Les sages-femmes disent, bon, maintenant, il va falloir déclencher. Et puis, par exemple, un couple dit, bah, attendez, on aimerait essayer cette technique qui est voilà, dans certains livres de la stimulation des mamelons. Et donc là, il y a l'histoire un peu cocasse. Du coup, l'infirmière repasse et elle voit le partenaire sur le sein d'une femme et un ami sur le sein d'une femme. Donc là, c'est le choc. Alors, ce qui est parfait finalement, parce que du coup, ça laisse tout l'espace au couple et à l'ami qui les soutient de faire monter l'ocytocine dans le corps de la femme et l'enfant est né naturellement voilà, peu de temps après. Donc, il y a cette en fait, il y a cette notion d'intimité à nourrir, à encourager, même voilà, au moment de l'enfantement. Et c'est par exemple si l'enfantement doit se diriger en maternité ou se passe en maison de naissance, voilà, si c'est un choix de base du couple, bah, ça va être en fait aussi de l'informer, de le former à la physiologie et au risque, ce qui peut se passer quand on déroge ou quand on s'éloigne de la physiologie pour que, par exemple, en contexte hospitalier, il puisse être le gardien du temple, on peut appeler ça comme ça, qui puisse dire, bah non, en fait, qui puisse poser la limite. Parce que quand on est enceinte, on a pareil le système hormonal qui fait qu'on est un peu plus perméable aux invitations extérieures. Et donc, on a besoin à ce moment-là de quelqu'un. Alors, ça peut être la doula, mais c'est encore plus riche quand c'est le partenaire, de dire, bah là, non, en fait, nos options ne sont pas que ça. Naturellement, on peut faire ça. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et il n'y a pas de... C'est non négociable, en fait. Il y a aussi cette notion-là qui peut être très précieuse de la part du partenaire. Quel accompagnement proposez-vous pour soutenir les femmes qui rêvent d'enfanter dans leur puissance? Eh bien, c'est vraiment, voilà, là, il y a la première phase d'information. Voilà, voilà, de leur partager ce qu'on échange ici. Euh, et par la suite, alors de leur faire vivre des expériences comme la hutte de sudation, ou en tout cas des opportunités d'expérimenter l'épreuve du corps et de choisir de vivre la détente à plusieurs reprises pour les préparer un petit peu
cette expérience qui ressemble à ce qu'on peut éprouver pendant l'enfantement. Et ensuite, c'est de les coacher émotionnellement finalement. En tout cas, d'être en présence avec elles, de cultiver leur conscience, dans leur confiance, de les connecter toujours à la capacité du corps à enfanter, de les nourrir de témoignages d'enfantement naturel qui ont réussi et voilà, de les soutenir émotionnellement et d'accompagner leur peur. Par exemple, voilà, il y a plusieurs témoignages aussi où il y a la peur qui ressort pendant l'enfantement et rien que le fait de l'énoncer peut permettre à l'enfantement en tout cas, voilà, au col, au bassin de s'ouvrir et que l'enfantement soit fluide derrière. Donc c'est vraiment informatif et derrière une présence en fait, une présence et euh, des encouragements à connecter le couple à une réalité qui n'est pas si inatteignable que ça, qui est une question de choix en fait. Vous abordez la question des traumatismes liés à la maternité. Quels sont les principaux traumatismes que vous observez? Comment aidez-vous les femmes à les surmonter? Alors, les traumatismes, alors le plus global que je puisse observer autour de moi, c'est de ne pas avoir réussi à être autonome, à le faire à le vivre par soi-même. Euh, Ça peut être aussi, voilà, il y a les vrais traumatismes, ça peut être, voilà, une césarienne en urgence. Mais là, il y a vraiment finalement, c'est une perte de pouvoir qui est graduelle, qui peut être légère ou plus intense. Et en fait, c'est oui, la programmation de la croyance, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas cette force-là à l'intérieur de soi. Et dans le corps, je le sens à l'intérieur de moi aussi, ça va être un challenge dans un autre enfantement, par exemple, à traverser. Euh, Et il y a une notion aussi dans les enfantements traumatiques, moi que je peux lier un petit peu au viol, dans le sens où dans l'urgentisme, dans la précipitation, et pas de façon malveillante du tout, mais qui peut être vécu comme ça, ou dans une intimité qui est bafouée. Par exemple, c'est l'histoire de l'épisiotomie pour plein de femmes. À une époque, c'était en 2016, on avait 20% d'épisiotomie, alors que là, on est à 8% en 2021. En... Dans plusieurs structures hospitalières, c'était la routine de faire des épisiotomies. On n'en informait pas forcément les femmes. Et l'épisiotomie, c'est entailler l'ouverture du vagin, en fait. Et ça crée en fait, dans l'objectif que la femme ne déchire pas, alors qu'en fait, statistiquement parlant, ça favorise des déchirures de troisième degré, de plus grand degré. Donc, ça veut dire là, pareil, des conséquences derrière physiologiques qui sont pas négligeables. Et aussi, il y a cette histoire on appelle, donc quand on recousait les femmes, parfois, on disait qu'on allait faire le point de l'obstétricien, qui est de refermer plus serré le vagin des femmes. Et là, c'est de la, enfin, je trouve ça aberrant, je trouve ça choquant, en fait. C'est objetiser encore le corps des femmes quelque part. Et donc, voilà, Je comprends que ce soit c'est. choquant pour vous, Audrey. Franchement, c'est vrai Oui, que ce que vous en décrivez, sincèrement, c'est plutôt puissant, j'allais dire. C'est vrai que c'est surprenant tout ce que vous dites. oui. Et il y a, voilà, c'est l'histoire un petit peu des césariennes aussi. Parfois, il y a des femmes qui se laissent influencer en choisissant la césarienne pour pas déformer leur vagin, pour pas que leur partenaire voilà, en soit impacté Non, dans mais leur plaisir sexuel.
Ne serait-ce que l'exemple de l'épisiotomie que vous évoquiez et qui semblait être banalisé dans certaines maternités, ça paraît pour le moins surprenant vu que ça n'est pas sans conséquence au niveau de l'organisme Oui, féminin. mais c'est encore avec la croyance que le corps de la femme n'est pas fait pour ça, n'est pas prêt, ne peut pas gérer voilà, une ouverture naturelle. Ce qui est très paradoxal, puisque si on reprend vos propos, c'est vrai que l'enfantement existe depuis la nuit des temps et que bien évidemment, la femme ne faisait pas appel à des techniques médicalisées à l'époque. Oui, si l'enfantement naturel ne fonctionnait pas, on ne serait pas là, en fait. C'est vrai. Alors, je voudrais qu'on aborde une question un petit peu annexe, à savoir la spiritualité. Comment l'abordez-vous dans la maternité et comment aidez-vous les femmes à se connecter à leur dimension spirituelle et à trouver du sens dans leur expérience de la maternité? Alors, la spiritualité, finalement, pour moi, l'enfantement, c'est quelque chose de fondamentalement spirituel aussi. Parce que déjà, en fait, on va changer d'état de conscience et on va se vivre au-delà des limites de notre corps qu'on peut avoir de façon normale, en temps normal. En fait, le corps de la femme va dépasser ses limites. Et ce qui est très spirituel, c'est la connexion corporelle, je trouve. En fait, c'est à travers le corps, dans cette expérience, qu'on va pouvoir se connecter à quelque chose de plus grand. Quand on ressent la douleur, quand on ressent la puissance qu'est enfanter et qu'on décide de s'ouvrir encore plus grand. Il y a une phase dans l'enfantement qui s'appelle la phase de désespérance. C'est juste avant que l'enfant passe le col. C'est un moment où la femme se dit mais je vais mourir et qu'elle le croit vraiment. Ou alors qu'elle appelle intuitivement le ciel, les anges, peu importe. Et c'est en décidant de lâcher prise encore une fois à ce moment-là, c'est accepter de mourir aussi. Mais accepter de mourir dans les croyances, c'est accepter de se dépasser dans ce qu'on n'a jamais vécu. C'est ça pour moi qui est très spirituel. C'est presque se Et sacrifier pour donner vie, en fait. peut-être pas se sacrifier, mais parce que on n'en sait rien finalement. Au Mhm. moment, on ne sait pas, peu importe quelle sera l'issue. Est-ce qu'on va vraiment mourir? Est-ce qu'on va Ouais. pas vraiment mourir? C'est de oublier ça et simplement de s'ouvrir, encore de s'ouvrir au niveau où on est invité à le faire par ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a des femmes qui peuvent expérimenter ce qu'on peut appeler des sorties de corps. À ce moment-là, il y a des femmes qui peuvent sécréter dans leur corps de la DMT, qui est une molécule qu'on trouve dans certaines plantes qui sont voilà, ce qu'on peut appeler psychédéliques. Et en fait, les femmes peuvent avoir, par exemple, j'ai des témoignages de femmes qui ont vu leur enfant 5 ans plus tard. Par exemple, cette femme qui a décidé de vivre au Costa Rica, elle l'a vu au Costa Rica à 5 ans. Et c'est après qu'elle a pris la décision d'aller là-bas. Euh, donc, il y a cette expérience aussi au-delà du corps qui peut se faire, qui n'est pas généralisée, mais qui peut se faire et qui est une connexion immense en fait à l'au-delà de la matière, à un état de conscience très, très différent. Et c'est des expériences qui sont similaires à des expériences de mort imminente, par exemple. Mais ne Donc, serait-ce que le fait, ne serait-ce que le fait de donner la vie. Donner la vie oui, est en soi un acte très fort, un acte spirituel par ailleurs. oui, oui, c'est vrai, ouais. Oui, oui, ben se laisser traverser par elle, ça nous emmène au-delà des limites, au-delà de nos limites en tant Ouais, qu'humains. C'est pour ça que super. pour moi, c'est un vrai rituel de passage, l'enfantement. Une transition qui s'opère. Ouais. Pour conclure, Audrey, quel message souhaiteriez-vous adresser aux femmes qui envisagent de vivre un enfantement plus naturel et conscient? Bah, j'ai envie de dire à ces femmes d'oser se faire confiance,
et d'oser surtout s'engager pour leur rêve d'enfantement naturel, au-delà de tout ce que l'environnement pourra leur transmettre comme message qui pourrait les faire douter, au-delà de ça, garder en elles leurs rêves un petit peu et s'y connecter, visualiser euh, et ne pas lâcher ça et tout faire pour que les opportunités dont elles ont besoin se manifestent. Et c'est aussi choisir avec soin les personnes qui vont nous accompagner dans l'expérience. Par exemple, pour moi, bon, j'habitais dans un endroit assez reculé, donc je me suis dit, bah, j'ai pas vraiment le choix. Donc, bon, ça a l'air de fonctionner avec ce couple de sages-femmes-là. Bah, j'y vais, mais j'étais pas dans un espace assez souverain pour me dire, bah, en fait, je le sens pas vraiment, je mérite mieux. Comment je vais faire pour vivre en tout cas, pour rencontrer la personne qui va me faire sentir déjà en sécurité. De me dire, ah oui, avec cette personne, je me sens confiante. Avec cette personne, j'y crois, en fait. C'est de aussi s'offrir dès le début, en fait, un environnement humain, émotionnel, de soutien qui, qui déjà nous fasse ressentir ce lâcher-prise, cette Ouais. sécurité. C'est Mm. ce que j'allais dire, c'est cette forme de lâcher prise que vous évoquiez effectivement. Ouais. Merci Audrey Hutinet pour votre intervention et puis cette émission passionnante qui aura permis de savoir comment vivre l'enfantement naturellement et comment votre pratique peut permettre d'y accéder. Alors, une émission à retrouver bien évidemment sur Conscience TV, mais également sur le site officiel d'Audrey Hutinet, que je vous précise et qui s'affiche à l'écran, audreyhutinet-eyamayo.com. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci Audrey. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.